Je ne puis regarder une feuille d'arbre sans être écrasé par l'univers. Bon, voilà, un bon petit sujet qui va rien me faire dire d'interdit cette fois. Je vous vois hausser les sourcils, Lucien, je vous vois. Je vous ai déjà dit, que la cavalerie était là pour m'embarquer, j'avais pas besoin d'un Bernardo avec des pancartes pour me tirer l'affaire. Non, Dodongo, je ne vais pas te rebaptiser Tornado. Allez, stop avec cette métaphore sur Zorro là, ça n'a aucun sens. Il existe, dans certaines forêts, un phénomène aussi surprenant que poétique. Si vous levez les yeux vers la canopée, vous remarquerez parfois un étonnant réseau de sillons lumineux, comme un labyrinthe de lumière sculpté entre les frondaisons. Malgré la croissance apparemment anarchique des arbres, malgré le vent ou les caprices du soleil, leur feuillage semble s'accorder sur une règle tacite, ne jamais se toucher. Une frontière nette d'une trentaine de centimètres sépare les couronnes des arbres comme si ils respectaient une mystérieuse distance de courtoisie. Mais pourquoi ces arbres, souvent de la même espèce, évitent-ils tout contact? Et surtout, comment savent-ils qu'ils doivent s'arrêter avant d'effleurer leurs voisins? Depuis les années 1920, ce phénomène intrigue les scientifiques. Il a été baptisé Crown Shyness, la timidité des cimes, par des chercheurs australiens dans les années 1960. Le terme, empreint d'anthropomorphisme, évoque des arbres pudiques, presque réservés. Pourtant, il ne s'agit pas de timidité, mais plutôt d'un pacte silencieux entre voisins végétaux. En France, on peut observer cet étrange balai chez les pins parasols du Cap d'Antibes ou parmi les chênes verts du Midi. Selon le botaniste Francis Allais, une centaine d'espèces d'arbres, notamment les pins et les fagacées, comme les hêtres, chênes et châtaigniers, adoptent ce comportement, formant un paysage fascinant vu des sous-bois, comme vu du ciel. Les biologistes ont d'abord pensé que cet espacement servait à éviter l'abrasion des branches sous l'effet du vent, une hypothèse d'ailleurs confirmée pour certaines espèces comme celle des mangroves du Costa Rica. Mais pourtant, d'autres arbres, au contraire, s'entrelacent volontiers leurs ramures. D'autres explications semblent donc plus pertinentes. Ces interstices entre les plus hauts branchages laisseraient passer la lumière essentielle à la photosynthèse et à la survie des sous-bois. De plus, ils limiteraient la propagation des maladies et des insectes non volants, préservant ainsi l'ensemble du groupe. Plutôt que de se livrer une guerre de territoire, ces arbres coopéreraient donc pour optimiser leurs chances de survie. Mais les cimes ne sont pas les seuls à faire preuve de cette étrange réserve. Selon Francis Allais, certaines espèces d'arbres pratiquent aussi une forme de timidité des racines. Leur système souterrain s'évite avec autant de soin que leur feuillage, sans que les scientifiques n'aient encore percé le mystère de ce comportement. Reste une évidence, pour maintenir ces distances, les arbres doivent communiquer. Ils échangent forcément des informations, ce qui implique un langage, même s'il nous échappe, encore, en partie. Si la timidité des cimes et des sous-sols demeure un phénomène énigmatique, les chercheurs ont en revanche beaucoup progressé dans la compréhension des moyens de communication végétale. Dans ce cas précis, ils supposent que les arbres s'envoient des signaux chimiques sous forme de phytohormones, des substances diffusées pour transmettre des messages. Or, si les plantes sont capables d'échanger des informations, elles peuvent aussi faire preuve de solidarité, notamment face aux dangers. Le forestier Peter Wolleben, dans La vie secrète des arbres, raconte ainsi un fascinant stratagème observé chez les acacias. Lorsqu'une girafe commence à brouter leurs feuilles, ces arbres réagissent immédiatement. Ils libèrent un gaz, l'éthylène, tout en augmentant la concentration de tanins dans leurs feuilles, rendant celles-ci toxiques pour les herbivores au long cou. Alertés par cette émanation, les autres acacias alentours modifient à leur tour leur chimie interne, anticipant la menace. Résultat, les girafes, conscientes du piège, préfèrent s'éloigner de plusieurs dizaines de mètres, voire remonter le vent pour trouver des arbres qui n'auraient pas encore reçu l'avertissement. Les arbres, loin d'être de simples organismes passifs, tissent donc entre eux un réseau de signaux et d'alertes s'entraidant discrètement sous nos yeux. Les plantes ne se contentent pas de communiquer entre elles, elles dialoguent aussi avec les insectes. Si la pollinisation repose sur une relation symbiotique entre végétaux et butineurs, certaines espèces utilisent également des signaux chimiques pour éloigner leurs prédateurs. Le maïs, par exemple, émettait autrefois des molécules de cariophyllène pour attirer des petits vers capables de dévorer les larves de Diabrotica virgifera, un coléoptère dont les jeunes s'attaquent aux racines des plants.
Mais l'ironie du sort a voulu que la sélection génétique fasse disparaître cette capacité. Après des milliards dépensés en insecticides pour lutter contre l'infestation, l'ingénierie génétique a finalement dû intervenir pour rétablir ce que la plante savait d'ores et déjà faire toute seule à l'origine. On n'arrête pas le progrès. Cela dit, si les végétaux s'avertissent de danger, leur instinct de survie les pousse parfois encore plus loin que ça. Certaines espèces échangent carrément des ressources, à la manière d'un réseau d'entraide. Les hêtres, par exemple, pratiquent une forme de solidarité écologique remarquable. Dans une forêt naturelle, ils synchronisent leur croissance pour que chacun ait les mêmes chances de se développer. Grâce à un réseau souterrain reliant leurs racines, ils s'échangent nutriments et eau en fonction des besoins de chacun. En protégeant ainsi leurs voisins, ils préservent leur microclimat, optimisent l'utilisation des ressources et assurent une croissance collective plus efficace. Des gardes forestiers en ont d'ailleurs fait une découverte fascinante. Après avoir utilisé une technique de cerclage pour couper l'écorce et stopper la circulation de la sève vers les hauteurs, certains hêtres continuaient pourtant de survivre. Il fallut du temps pour comprendre que leurs congénères leur transmettaient discrètement les nutriments nécessaires à leur survie. Lucien... Oh. Je sais pas si c'est cette histoire de plante qui me monte à la tête, mais vous êtes assez proche du végétal, mon vieux, finalement. Mais non, mais le prenez pas mal. Je vous ai pas non plus traité de légumes, ça va. Même si, bon... Oui, allez-y. Les gens attendent maintenant, de toute façon, donc... Comment, Dodongo ? Non, j'ai arrêté le bilboquet. C'était sympa, mais enfin, au bout d'un moment... C'est comme tout, quoi. On finit par se lasser un petit peu. Faudrait peut-être que je pense à chercher mes osselets, moi. Oh la vache! La frousse! C'est qu'en plus d'être extrêmement lent, vous êtes particulièrement silencieux. Allez-y, faites voir. Oui. Le Wood Wide Web, super. Merci mon vieux. J'attends que l'adrénaline redescende et je m'y remets. Wow. En réalité, comme évoqué il y a quelques minutes, les sous-sols des forêts sont un véritable réseau utilisé pour disséminer les informations et les ressources. Les composés chimiques qui permettent de communiquer par voie aérienne n'étant pas complètement fiables, les plantes ont tout intérêt à multiplier les façons de se transmettre des messages. Et dans les forêts, on appelle ce réseau souterrain le Wood Wide Web, et ce sont les champignons qui sont les maîtres d'œuvre de ce système de communication. Pas d'inquiétude, l'épisode sur les champignons arrive, mes chers pourquoi-fil. Dans une simple cuillère à café de terre forestière, on peut trouver plusieurs kilomètres d'ifs. Ces filaments microscopiques de champignons si fins qu'ils échappent à l'œil nu. Pourtant, un seul champignon peut s'étendre sur plusieurs kilomètres à travers une forêt. Dépourvus de chlorophylle, et donc incapables de photosynthèse, les champignons ont développé une relation vitale avec près de 80% des plantes des sous-bois. Grâce à ce réseau souterrain, ils échangent des nutriments et facilitent l'absorption de l'eau et des minéraux par leurs partenaires végétaux. Mieux encore, ces connexions ne servent pas seulement à la nutrition, mais permettent aussi aux plantes de différentes espèces de communiquer et de s'entraider. La chercheuse Suzanne Simard l'a démontré en diffusant du carbone radioactif sur un bouleau à papier, et elle a retrouvé ce carbone sous forme de sucre dans un pin voisin. Ces échanges ne sont pas à sens unique, chaque arbre contribuant à soutenir l'autre en cas de besoin. Ainsi, loin d'être une simple collection d'individus, la forêt fonctionne comme une véritable communauté interconnectée. Le botaniste Francis Allais déplorait l'expression « timidité des cimes » pour désigner l'espace qui sépare les frondaisons de certains arbres, jugeant cette terminologie trop anthropomorphique, on l'a dit tout à l'heure. Pourtant, à bien y regarder, il ne s'agit peut-être pas tant de retenue que d'un mécanisme d'entraide, encore une fois. Peut-être devrions-nous parler plus justement de solidarité des cimes. Ce regain d'intérêt pour l'intelligence végétale se reflète d'ailleurs dans le succès croissant des ouvrages qui explorent les capacités extraordinaires des plantes. Face à la 6e extinction des espèces, qu'on
Conséquence directe de l'Anthropocène, l'humanité semble redécouvrir, avec un mélange de fascination et d'humilité, qu'elle n'a pas l'exclusivité du vivant sensible, ni même du fameux « vivre ensemble ». Le biologiste Stefano Mancuso, pionnier de la neurobiologie végétale, rappelle d'ailleurs que si les plantes n'ont pas de cerveau, elles ne sont pas moins dotées de véritables sens. Si vous étiez cloué sur place pour toujours, incapable de fuir face au danger, de chasser pour vous nourrir ou même simplement de chercher un abri, que feriez-vous ? Vous développeriez d'autres stratégies. Vous deviendriez un maître dans l'art d'observer, de ressentir, d'anticiper. Vous affineriez vos sens pour compenser votre immobilité. Et c'est exactement ce qu'ont fait les plantes. Elles n'ont pas abandonné leur sens, bien au contraire. Elles en ont développé une quinzaine, leur permettant de percevoir bien plus de choses que nous. Lumière, humidité, gravité, toucher, présence de substances chimiques, champs électriques, tout un arsenal sensoriel invisible à nos yeux, mais redoutablement efficace. Alors, faut-il craindre le fameux cri de la carotte ? Pas de panique. Si les plantes réagissent à leur environnement et peuvent manifester du stress en produisant de l'éthylène, un composé aux propriétés anesthésiantes, rien ne prouve encore qu'elles ressentent la douleur au sens où nous l'entendons. Mais cette complexité du monde végétal continue de nous réserver bien des surprises. Autrement dit donc, une plante ne se contente pas de pousser passivement. Elle explore, elle analyse, elle s'adapte. Ses racines ne foncent pas tête baissée dans le sol, elles palpent leur environnement, détectent la texture du substrat, les variations de pression, la présence d'obstacles éventuels. Une racine qui rencontre une pierre ne s'entête pas à la traverser, elle la contourne, ajustant son chemin avec une précision remarquable. Et ce n'est pas tout. Certaines plantes vont jusqu'à détecter les vibrations provoquées par l'eau circulant dans le sol, leur permettant de diriger leurs racines vers les sources d'humidité les plus prometteuses. Elles ne voient pas, elles ne sentent pas au sens où nous l'entendons, mais elles perçoivent leur monde avec une finesse que nous commençons tout juste à comprendre. Ainsi, si l'évolution leur a refusé la mobilité, elle leur a offert en échange une intelligence sensorielle fascinante. Preuve en est du mimosa pudique. Cette plante, dite sensitive, a pour particularité de replier ses feuilles dès qu'on l'effleure, par réflexe défensif. Et ces particularités ont été remarquées il y a déjà un moment. Dès le XVIIIe siècle, le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck confie ainsi à son collaborateur Augustin Pyrame de Candombe, c'est quand même autre chose que Eudes, pardon, la tâche de transporter en carrosse des plants de la Mimosa pudica. Or, si les feuilles de la plante, à force de secousses, se replient sur elles-mêmes, elles finissent à nouveau par s'ouvrir une fois que la plante a identifié qu'il n'y avait pas de menace. Non seulement la plante sent, mais elle est capable d'apprendre. Ce sont d'ailleurs ces mêmes récepteurs qui permettent à une plante, lorsqu'un insecte se pose sur elle et entreprend de la dévorer, de créer des stratégies de défense. Pour se défendre des parasites, les biologistes ont aussi constaté que les plantes s'appuient sur un sens plus inattendu encore, l'ouïe. En 2014, 2 chercheurs américains ont mené une expérience qui a confirmé que les plantes pouvaient entendre. Les biologistes de l'université du Missouri ont ainsi enregistré le son de chenilles en train de se repaître d'Arabidopsis thaliana, et puis ont diffusé ce son létal à d'autres arabettes vierges de toute attaque. En les comparant à des plantes qui n'avaient pas entendu cet enregistrement, ils ont ainsi pu constater que les feuilles exposées aux désagréables sons contenaient plus de substances chimiques destinées à se défendre des intrus, que celles qui ne l'avaient pas entendu, donc. Et la musique, alors ? Les plantes poussent mieux lorsqu'on leur adresse la parole ou qu'on leur pousse la chansonnette, prétend-on souvent. L'idée que les plantes peuvent entendre la musique ou répondre à des vibrations est intrigante et ouvre une toute nouvelle perspective sur la manière dont elles interagissent avec leur environnement. Comme vous l'avez sans doute constaté vous-même lors d'une simple petite balade dominicale forestière, les plantes n'ont pas d'oreilles. Bon, mais si c'est juste pour constater ça, franchement, rentrez chez vous, parce que les dimanches dans les forêts, c'est devenu de plus en plus compliqué de cohabiter avec certains individus déterminés à disposer de l'espace arboricole à vos dépens. Et aux dépens de tout le règne animal aussi, accessoirement. Mais bon, j'en reparlerai sans doute un jour également, c'est pas le sujet, encore une fois. Bref, en collaboration avec le Laboratoire international de neurobiologie végétale et la société Bose, un viticulteur a essayé pendant 5 ans de faire écouter de la musique à certaines de ses vignes. Et les effets constatés ont de quoi surprendre.
Non seulement les vignes soumises à cette cure musicale ont mieux poussé que les autres, mais elles ont de surcroît mûri plus vite et produit un raisin plus riche en goût, en couleur et en polyphénol. Si les plantes ne disposent pas d'oreilles, elles se fondent comme les humains sur les vibrations. Après tout, pour simplifier, les sons sont en réalité des vibrations que notre tympan se charge d'interpréter. Ce sont également des vibrations que les plantes interprètent pour entendre, et ce, à l'aide des mêmes récepteurs que ceux dédiés au toucher, les canaux mécanosensibles. Ils sont particulièrement utilisés au niveau des racines, puisque les vibrations se propagent beaucoup plus facilement directement dans la terre. Ok, donc les plantes voient, entendent, touchent, c'est déjà pas mal à intégrer, mais comment se transmettent-elles des informations entre elles? Comme chez l'humain, le goût et l'odorat sont un peu indissociables chez la plante. Et ce sont ces derniers sens qui leur permettent d'échanger. Pour ce qui est du goût, les plantes se fient surtout à leurs racines, capables de détecter et d'absorber les sels minéraux contenus dans le sol. Mais les feuilles aussi sont capables de goûter et de sentir. Comme on l'a dit pour l'acacia, qui en a marre de se faire becter par les girafes, lorsqu'une plante est attaquée, elle peut diffuser dans l'air un gaz qui va être goûté ou senti par les plantes voisines. Elles vont alors à leur tour pouvoir mettre en place un système de défense. Ce sens est donc indissociable de l'odorat. De leurs racines jusqu'à leurs feuilles, les plantes sont constituées de milliards de cellules dont la surface est souvent couverte de récepteurs capables de capter des substances volatiles. Comme notre pif en fait. Lorsqu'un de ces composés est détecté, il déclenche une série de signaux qui transmettent l'information à l'ensemble de l'organisme. Les odeurs dégagées par les plantes, comme celles du romarin, du basilic, du citron ou encore de la réglisse, ne sont pas de simples effluves agréables pour nous. Elles constituent en réalité un véritable langage. Chaque plante communique à l'aide de millions de molécules chimiques qui forment une sorte de vocabulaire encore largement méconnu. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ces signaux olfactifs ont une signification bien précise. Ils peuvent alerter d'un danger, exprimer une attraction ou au contraire une mise en garde contre une menace potentielle donc. Comment? Les autres sens. J'aime bien quand tu m'écoutes sans râler. C'est pas souvent. Oui, mais... C'était plutôt un compliment à la base. C'est pas grave. Chut. Donc, les autres sens. Les plantes possèdent une étonnante diversité de perceptions. Elles sont capables de détecter l'eau, l'humidité, phénomènes connus sous les noms d'hydrotropisme et d'hygrotropisme, ainsi que les champs magnétiques grâce au magnétotropisme. Et leur sensibilité ne s'arrête toujours pas là. Elles réagissent également donc à la lumière, le phototropisme, à la gravité, le gravitropisme, aux substances chimiques, donc le chimiotropisme, au cycle solaire, l'héliotropisme, et même aux champs électriques, l'électrotropisme, ce qui leur permet par exemple d'anticiper l'arrivée de la pluie avant un orage. Alors, l'être humain serait-il finalement moins sensible qu'une plante? Pas si sûr. Certaines études suggèrent que nous ne possédons pas seulement 5 sens, mais 9, voire selon certains chercheurs, plus d'une cinquantaine. En revanche, en matière de coopération avec les autres espèces, il nous reste encore beaucoup à apprendre. Et j'inclus évidemment les végétaux là-dedans. Un arbre, par exemple, ça peut être un peu plus utile que de simplement vous abriter de la pluie. Ou du soleil. Bien, maintenant qu'on a plutôt bien fait le tour de tout ce qui nous fait apparaître les végétaux comme des organismes sensibles, terminons cet épisode avec quelques chiffres un peu amers. N'oubliez pas de rester éveillé et de vous demander pourquoi. À la prochaine.